Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Tournée du ministre du Cadre de vie et du Développement durable. Elle a démarré lundi dernier. Il s'agira pour José Didier Tonato d'évaluer les travaux en cours sur les chantiers du PAG. Le gouvernement du Bénin s'engage à accompagner les investisseurs pour ce qui est de la disponibilité de l'énergie électrique. 2 entreprises ont reçu ce mercredi la visite du ministre de l'Énergie. Les détails dans ce journal. Et puis le Bénin et le Niger s'unissent pour mieux gérer la transhumance. Une session d'évaluation de la mise en œuvre de l'engagement signé par les 2 pays sur la question a eu lieu à Cotonou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. On ouvre ce journal par cette information. Mohamedou Bouhari, le président nigérien, a ordonné la réouverture des frontières. L'information a été rendue publique ce mercredi. À la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, il y a eu signature de convention. 11 promoteurs de radio privées ont renouvelé leur convention, ceci pour mieux jouir de leur droit d'exercer. Axel Dancy, compte rendu. Échange de paraphes entre le président de la RAC et des promoteurs de radio sonores privées. Renouvellement de convention à 11 organes en règle. À la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, plein pouvoir est donné à 10 promoteurs de radio privées d'exercer librement. La présente signature est le couronnement des efforts fournis dans la mise en œuvre conséquente de chacune de vos dispositions conventionnelles. Elle entre aussi dans le cadre d'un nouveau partenariat et d'une nouvelle conception de travail voulue par l'ensemble des conseillers. Elle suppose la prise en compte et surtout le respect pour chaque partie de ses droits et de ses obligations. Des 11 promoteurs d'organes convoqués, 10 répondent présents. Ravis de ce partenariat avec la RAC, ils souhaitent plus de flexibilité dans la prise de décision. Profiter de cette occasion pour souhaiter, souvent dans l'appréciation des erreurs qu'ils peuvent commettre, ils vont souhaiter que vous fassiez très souvent preuve de beaucoup d'indulgence à leur égard, de compréhension dans un métier qui n'est pas facile. Il faut faire en sorte que les médias, notamment les radios, puisque c'est ce qui nous concerne, continuent de se développer dans la sécurité et dans la tranquillité. Vous êtes des promoteurs des organes d'information et de communication audiovisuelle et donc des exploitants de services audiovisuels dans le secteur privé. Vous assurez dans l'intérêt général des missions de service public en offrant au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, par leur qualité et leur innovation. Vous favorisez grâce à vos offres de programmes et de services le débat démocratique. 6 des 10 promoteurs repartent avec la convention
Les 4 autres qui se sont fait représenter sont en attente de la décision du Conseil de régulation. Le ministre du Cadre de Vie a entamé le lundi dernier une tournée pour superviser plusieurs chantiers du PAG, du projet asphaltage aux marchés urbains et régionaux en passant par les stades omnisports. Ces ouvrages ont fait l'objet d'une inspection minutieuse dans les diverses localités sillonnées. Le compte-rendu de la première étape de cette tournée avec Renaud Akapo et Petroné Lokoso. De la maquette à la mise en œuvre, il y a bien des étapes qui ont été franchies dans le processus de construction du marché de type régional de Rouegbo. Près de 2 hectares sont complètement métamorphosés. L'ouvrage, encore en gestation, est annoncé pour y traîner un espace marchand de haut standing avec plus d'1 millier d'étals et de boutiques. Le marché est constitué en majorité des hangars. Ça fera 1 millier de places que nous allons livrer à la fin des travaux. Nous avons des lignes de caniveaux à réaliser. Donc tout le chantier est assaini et pavé et nous allons renvoyer les eaux vers un collecteur et ce sera drainé vers les étoiles qui est de l'autre côté. Encore 5 mois pour voir cet ouvrage entièrement achevé. Mais loin de se satisfaire de l'aspect extérieur d'un chantier exécuté à près de 45%, le ministre du Cadre de Vie et du Développement durable y est allé avec l'œil de l'expert. Il y a un seul coup d'œil qui ne vous révèle pas des imperfections. Fin connaisseur des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, José Tonato n'est pas allé par 4 chemins pour relever au détail près les failles et autres malfaçons qui ont entaché les travaux. Après une inspection minutieuse effectuée au pas de charge, les consignes n'ont pas tardé. Mais le problème fondamental ici, c'est la qualité de la mise en œuvre. L'entreprise est interpellée, la mission de contrôle est interpellée, l'équipe technique du projet l'est également, pour que les malfaçons, comme la dalle pleine que vous avez vue là-bas, soient immédiatement démolies, de façon à ce qu'on vienne ensemble valider la qualité du gros œuvre. Quand on parle d'infrastructures résilientes, c'est des infrastructures de très bonne qualité qui fonctionnent très bien, qui traversent le temps, qui ne nous obligent pas à revenir ici dans 2 ans, 3 ans, alors qu'on serait en train de nous occuper de nouveaux marchés à construire. Le chantier sera remis au carré pour que dans 2 semaines, on décide de la suite. Nous voulons nous assurer que ce que l'argent des Béninois achète soit de bonne qualité, une bonne fois pour toutes. Des engagements fermes ont été pris séance tenante par le groupement Sogéis-Kaku pour se mettre au pas. Les difficultés sont liées pour la plupart au coffrage que nous allons prendre des dispositions pour corriger dans les meilleurs délais. Pas plus de 2 semaines pour corriger le tir sous peine de sanctions, a averti le ministre José Tonato. Ce n'est pas les entreprises seulement. Il y a des ingénieurs et des techniciens supérieurs que nous avons radiés pour dire eux, plus jamais sur un chantier. L'entreprise et la mission de contrôle ont pris toute la mesure de la situation. Après Rouegbo, cap a été mis sur le stade omnisport de Tofo. Ce joyau de 3000 places est presque à la phase terminale. Et même si le gros œuvre est presque achevé, il faut bien plus pour amorcer l'étape des travaux de finition. L'entreprise a promis multiplier le matériel, mais n'a jamais fait cette promesse de fait. Même si on louait du matériel, c'est plus rentable que d'assumer des pénalités de retard. En fait, le principal problème que vous pointez ici, c'est la non-mobilisation du personnel et du matériel requis. C'est ça qui explique le retard. Le délai de livraison du chantier précédemment fixé au 30 novembre 2020 a dû être repoussé. L'entreprise ADOTI, qui a la charge de l'exécution des travaux, sollicite une petite rallonge pour enfin assurer la livraison de l'ensemble du complexe sportif et du château d'eau y afférent. Vous voyez qu'on est en retard, on devait finir le 30 novembre. Aujourd'hui, il faut d'effectifs. Donc vous imaginez bien que tous ces murs de clôture doivent avoir la peinture. On peut être en train de faire des travaux ici et être en train de faire la peinture de l'autre côté, mais ce n'est pas le cas. Une parade semble se dessiner pour surmonter les écueils. Le renforcement du personnel, du matériel et les travaux de nuit. Si l'entreprise met en œuvre tous ces éléments, elle pourra vraiment tenir dans le délai. Le ministre José Tonato prévient, le délai de livraison ne peut plus être repoussé sous peine de pénalité, car plus rien ne sera comme avant. Qu'est-ce que nous allons faire le 31 janvier si ce n'est pas prêt ? Nous ferons tout pour livrer l'essentiel le 31 janvier. Donc j'ai la main pour décider ce que je vais faire le 31 janvier. Nous allons faire ce qu'il faut, soit ou relancer ou arrêter le chantier. De toute façon,
il n'y aura aucun chantier du PHG qui sera un éléphant blanc. C'est clair. Le marché de Glazoué est l'autre site visité par le ministre du cadre de vie et sa délégation lors de cette tournée marathon. Ici, l'exercice a été le même. Les divers compartiments du chantier ont été passés en revue. C'est déjà une avancée, mais il reste à faire. C'est vrai que, entre-temps, on avait eu des difficultés pour faire les achats, ça pour approvisionner surtout les IPN. Mais depuis 3 semaines, je crois que nous avons tout fait pour pouvoir avoir tous ces matériaux. Et on vous promet que nous allons quadrupler l'équipe pour pouvoir être à la hauteur. Nous vous promettons que d'ici 2 mois, vous venez ici, vous serez très étonnés. Le coût total des travaux est estimé ici à 4,5 milliards. À terme, ce sont des équipements marchands de haut standing qui vont apporter une réponse de choix aux cris de détresse des usagers. Le ministre de l'Énergie était ce mercredi dans les locaux de 2 grandes entreprises. Avec la première société, il a été question de voir le niveau d'avancement des travaux pour son alimentation en énergie électrique. Avec la seconde, l'engagement du gouvernement à l'accompagner en lui garantissant un meilleur accès à l'énergie électrique a été réaffirmé. Lénaï Kagbazaou et Benjamin Denayan. Dongako, un fleuron de l'industrie agroalimentaire basé à Semekodi, accueille Jean-Claude Oussou et sa délégation. Cette visite du ministre de l'Énergie, la deuxième en un mois, s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par le gouvernement d'accompagner les investisseurs. Il est ici question de mettre à disposition de Dongako l'énergie électrique nécessaire à son fonctionnement. Ils utilisent beaucoup de gasoil et notre objectif c'est de faire en sorte que la SBE puisse les fournir le plus rapidement possible. Et nous nous sommes engagés par rapport à ça. Et j'ai bien dit qu'au plus tard, au mois de février, je dois venir ici pour inaugurer les installations flambant neuves qui permettront à cette industrie de réduire considérablement ses coûts. Non seulement on les encourage, mais on leur dit, au-delà de la parole, mais à travers des actes, que nous sommes à leur côté. Nous sommes là pour les soutenir. Le gouvernement est là jour et nuit pour faire en sorte que les conditions, leurs conditions de production soient des conditions viables, soit des conditions qui peuvent leur permettre d'accélérer leur développement dans notre pays au service de nos concitoyens. J'ai déjà discuté avec les techniciens qui m'accompagnent et cet après-midi, nous allons vraiment dresser un plan accéléré pour permettre de respecter un peu les échéanciers promis par le ministre de l'Énergie. Assurer la fourniture en énergie électrique à Dongako, c'est aussi favoriser l'installation d'autres sociétés dans la zone. Cette installation va permettre de créer de nombreux emplois. En tant que directeur général de l'APIEX, c'est très important pour nous parce que nous pouvons nous servir en fait de cet exemple pour faire venir d'autres industries dans la zone. C'est en cela que c'est très important la démarche effectuée par le ministre de l'Énergie ce matin. Pour la société Dongako, la démarche du gouvernement est à saluer et constitue un véritable coup de pouce pour l'entreprise. Nous avons 4 unités de fabrication que nous devrons lancer. Malheureusement, par manque d'énergie, nous ne pouvons pas le faire. Donc c'est pour ça que c'est un projet qui nous tient à cœur pour pouvoir non seulement lancer ces industries, mais également créer des emplois et de la valeur ajoutée à l'économie. Donc c'est pour nous des points très très importants. Nous avons eu cette réunion justement pour faire le point sur l'état d'avancement des travaux qui vont nous permettre d'être connectés en moyenne tension. Après Dongako, c'est la Sobebra, un gros client de la SBEE, qui ouvre ses portes à la même délégation. La société se dit satisfaite de la fourniture en énergie électrique depuis 2016. Nous étions en moyenne à 30% sur groupe et 70% sur le réseau électrique. Et depuis 2017, nous sommes à peu près à 3% sur groupe. Donc le zéro a disparu. Et 97% sur le réseau électrique. Vous avez noté la disponibilité énergétique plus importante avec la perte du zéro. Mais ce qui m'a frappé encore plus aujourd'hui qu'hier, c'est cette volonté que vous avez engagée au niveau des énergies renouvelables qui constitue le deuxième projet phare du secteur de l'énergie dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Ce gouvernement travaille inlassablement pour faire en sorte que cet intrant majeur que constitue l'énergie électrique puisse être disponible, puisse être durablement disponible. Et nous travaillons également pour que, à terme, le coût soit plus que abordable.
Le gouvernement béninois est plus que jamais engagé aux côtés des industries afin de leur assurer une disponibilité sans discontinuité de l'énergie électrique. Dans le reste de l'actualité, le bilan de la mise en œuvre de l'engagement signé par le Bénin et le Niger sur la transhumance transfrontalière a été évalué. La session ministérielle mise en place à cet effet s'est penchée sur le dossier ce mercredi à Cotonou. Gilles Danso. Après le travail des experts la veille, la session ministérielle donne son avis sur l'évaluation de l'entente de février 2020 sur la transhumance transfrontalière entre le Bénin et le Niger. Valider les conclusions afin de parvenir aux résultats probants pour une meilleure gestion du passage des animaux, fruit d'une bonne coopération. Pour la campagne de transhumance 2019-2020, le gouvernement de la République du Bénin a pris le 26 décembre 2019 par arrêté interministériel la mesure d'interdiction d'entrée des transhumants étrangers sur son territoire. Préoccupé par cette situation, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, a dépêché une mission conduite par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage auprès des autorités béninoises, en vue de trouver les voies et moyens permettant l'entrée spéciale des troupeaux transhumants dans les sols béninois. De la mise en œuvre de l'entente, les deux parties ont validé une feuille de route pour l'évaluation de la mise en œuvre de cette campagne spéciale avec l'accompagnement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. L'objectif de cette réunion ministérielle est d'offrir un cadre d'échange politique de haut niveau entre les décideurs du Bénin et du Niger, afin qu'ils puissent examiner et valider les éléments saillants du bilan de la mise en œuvre de l'entente entre les deux pays. Zéro perte en vies humaines liée à la transhumance frontalière, telle est l'ambition des deux parties. Le Bénin exprime sa volonté de collaborer dans le sens d'une meilleure organisation de la transhumance dans la sous-région. Au thème de la mise en œuvre de cette entente, il était normal de procéder à son évaluation à travers une analyse critique des experts au cours des concertations décentralisées tenues d'abord à Kandi, à Gaïa, puis des rencontres nationales qui ont débouché sur une réunion transfrontalière bilatérale à Parakou pour la mise en commun des analyses et des recommandations. La session qui s'ouvre ce jour, mercredi 16 décembre 2020, donnera l'occasion de passer au peigne fait les conditions de mise en œuvre de l'entente, les difficultés l'ayant entravée, les leçons apprises et les recommandations subséquentes. Une cérémonie qui a connu la présence de l'ambassadrice du Niger près le Bénin. Et toujours par rapport à cette actualité, les ministres béninois et nigériens en charge de l'élevage ont validé ce mercredi le rapport des experts sur la transhumance transfrontalière. Les contours d'une transhumance apaisée ont été définis. Je vous propose de suivre la synthèse du rapport au micro de Gilles Danso et de Jules Akwaïkou. Les ministres ont examiné le rapport des experts dont ils ont jugé satisfaisante la qualité. Les ministres ont noté avec satisfaction le bon niveau de mise en œuvre des engagements pris par le Bénin et le Niger dans le cadre de l'accord exceptionnel de gestion de la transhumance transfrontalière 2019-2020. Les ministres apprécient à sa juste valeur les difficultés rencontrées par les acteurs des deux pays dans la mise en œuvre de certains engagements, notamment celui de la transmission par la partie nigérienne de la liste des candidats à la transhumance entre les deux pays. Les ministres déplorent le contexte particulier, notamment celui de la survenance de la pandémie de Covid-19 qui a limité la mise en œuvre diligente de cet accord qui apparaît comme un acte de solidarité entre les deux pays et de renforcement de la coopération séculaire qui lie les peuples nigériens et béninois. Les gouvernements des deux pays se feront le devoir de définir de commun accord les nouveaux contours que pourrait prendre la coopération entre les deux pays
pour la gestion du pastoralisme, de la transhumance, en tenant grand compte des deux principales contraintes soulevées au cours des débats, les contraintes sécuritaires et les déficits fourragers. 3 jours pour instruire les leaders d'étudiants et les délégués d'enseignants des instituts, écoles et facultés universitaires de Parakou sur les changements climatiques. L'idée émane de la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO. Voici le reportage de Théodore Gandeko et de Roland Tchanka. La région septentrionale du Bénin fait partie des zones qui ont le plus souffert des affres liées au changement climatique ces derniers mois. Il est plus qu'urgent, au regard de l'enjeu que représente le phénomène, de former et de sensibiliser la couche juvénile aux réalités du changement climatique. Au terme de l'atelier, les participants doivent être formés sur les causes et conséquences du changement climatique. Ils doivent être informés des défis et enjeux du changement climatique au Bénin, outillés sur les méthodologies d'évaluation des impacts du changement climatique, sur la mise en œuvre d'actions de réponse face au changement climatique au Bénin et au plan mondial. Les changements climatiques constituent un défi à relever par tous et l'État en prend la mesure. En optant donc pour cet atelier dans le Septentrion, notre pays, le Bénin, donne la preuve de son attachement à la valorisation de sa jeunesse en général et de la jeunesse estudiantine en particulier, conscient de sa capacité et de la place qu'elle occupe dans la société. Favoriser le développement vert passe par un échange de bons procédés. L'équipe rectorale se dit prête à offrir ses services. Vous convenez avec nous qu'à l'université de Parakou, nous avons plusieurs unités de formation qui parlent des changements climatiques. Nous avons un département de géographie, nous avons la faculté de l'agronomie qui aussi aborde cette thématique. Le credo, plus d'inondations, plus de sécheresse, de chaleur excessive et de pluie torrentielle est ainsi lancé et chacun doit en porter l'écho. Et puis le ministère de l'Agriculture et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture ont lancé un atelier de validation du document de stratégie nationale de l'arboriculture fruitière. Génial Afouda, Monsia Goka et Rodrigue Blondoumain pour le point. La stratégie nationale de l'arboriculture fruitière soumise aux réflexions des acteurs du secteur agricole. L'adoption de ce document permettra de doter le Bénin d'un instrument de planification destiné à orienter les actions du gouvernement relatives au développement de la filière. Le gouvernement a fait du secteur agricole, à travers son programme d'action, le principal levier du développement économique, de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Mais force est de constater qu'en dépit des niveaux de production en constante augmentation, ce secteur reste confronté à de nombreuses difficultés liées à une faible prise en compte de certaines filières, dont la filière fruticole, pour laquelle les réflexions sont nécessaires pour faciliter son développement. C'est dans ce cadre que le Bénin, à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, a entrepris l'élaboration de la stratégie nationale de développement de l'arboriculture fruitière qui servira de boussole aux acteurs des filières fruticoles. Les enjeux revêtent donc une grande importance pour le gouvernement béninois et pour atteindre son objectif, il a sollicité l'appui financier et technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le développement d'une arboriculture fruitière au Bénin pourrait contribuer à l'amélioration des apports alimentaires vitaminés pour nos populations et en même temps ouvrirait une nouvelle voie de diversification agricole et donc une source de revenus aux producteurs. Conscient de ces enjeux, le gouvernement du Bénin a exprimé sa volonté à travers le PAG 2017-2021 de développer l'arboriculture fruitière au Bénin. En prélude à cette rencontre, le document de stratégie nationale de l'arboriculture fruitière avait déjà fait l'objet d'un atelier de prévalidation du 1er au 4 décembre dernier.
Parlons à présent de la revue annuelle de l'intégration du commerce dans les stratégies nationales de développement du Bénin. C'est une initiative du cadre intégré renforcé qui est un partenariat mondial établi par l'OMC pour aider les gouvernements des pays en voie de développement à intégrer les questions commerciales dans leurs approches de développement. Lénaïk Agbazaou. Évaluer le processus d'intégration du commerce dans les stratégies nationales de développement. L'exercice réunit ici acteurs du secteur privé, de la société civile, cadres des directions de la programmation et de la prospective, des différents ministères et partenaires techniques et financiers. Il s'agira prioritairement d'identifier les actions, recommandations à mettre en œuvre pour garantir l'effectivité d'un processus réel d'intégration du commerce dans les futurs documents de stratégie et de politique nationale du Bénin. La rencontre est placée sous la coupole du secrétariat national du cadre intégré renforcé. Et il faut maintenant qu'ensemble nous fassions l'évaluation des réformes qui ont été posées par le gouvernement dans chaque secteur donné, de voir quelles ont été les contributions budgétaires du gouvernement pour promouvoir ces secteurs-là au regard des actions importantes du commerce et maintenant faire des propositions, des recommandations nécessaires pour que l'économie béninoise soit beaucoup plus compétitive et que notre secteur privé soit beaucoup plus fort. Ces travaux vont donc permettre d'actualiser l'étude diagnostique pour l'intégration du commerce éthique en tenant compte des apports de chaque partie prenante. Les secteurs ou les ministères sectoriels qui sont invités ici ce matin pourront partager avec nous les réformes, les projets qui sont en cours dans ces ministères, dans ces secteurs, et nous allons les intégrer dans l'EDIC pour s'assurer qu'il n'y a pas une activité ou un secteur qui soit délaissé. Le commerce est un levier de croissance économique et contribue à la lutte contre la pauvreté pour l'atteinte des ODD, Objectifs de développement durable. Hors du Bénin, en France, une campagne de vaccination contre le coronavirus sera bientôt lancée. Les personnes du 3e âge sont ciblées. Au Liban, un groupe de jeunes revendique les droits de la femme. En Iran, Hassan Rouhani souhaite faire revenir son pays à l'accord de Vienne. Axel Dancy. La campagne de vaccination pourrait commencer en France avant la fin de l'année après la validation par le régulateur européen. On a toujours été clair sur le fait que après la validation européenne, nous pourrions démarrer dans la foulée la vaccination, explique le secrétaire d'État. Elle pourrait commencer avant la fin de l'année, a-t-il ajouté, tout en précisant qu'il n'a pas de date à annoncer et qu'il faudra attendre la validation par l'agence européenne le 21 décembre, puis des autorités nationales. Les 27 États de l'Union européenne pourront commencer la vaccination dès que le feu vert est donné. Les premières personnes visées par cette vaccination sont les personnes vivant dans les maisons de retraite. Toujours en France, l'actrice Caroline Cellier, récompensée en 1985 par le César de la meilleure actrice dans un second rôle, est décédée à l'âge de 75 ans mardi dernier des suites d'une longue maladie. Second rôle populaire au cinéma, au théâtre et à la télévision avec une centaine de films, de pièces et de séries depuis le début des années 60. La Parisienne est aussi à l'aise dans le drame et la comédie. La comédienne a eu un fils qui lui a emboîté le pas. Au Liban, un groupe indépendant de la société civile promeut l'égalité des sexes. Ceci à travers une opération dénommée « Promouvoir les droits de la femme ». Il distribue des masques de protection aux femmes et leur donne des numéros de la ligne d'assistance pour dénoncer les crimes de violence. Le président iranien Hassan Rouhani s'est dit très heureux que Donald Trump quitte la Maison-Blanche. Donald Trump, dont les relations sont tendues avec l'Iran, a retiré en 2018 Washington de l'accord conclu 3 ans plus tôt avec Téhéran pour l'empêcher de se doter de l'arme nucléaire. L'Iran et les États-Unis se sont retrouvés à 2 reprises en juin 2019 dans un climat tendu. Depuis l'annonce de la victoire de Biden, le président iranien multiplie les signes d'ouverture vis-à-vis de l'ex-colistier de Barack Obama, qui a souhaité faire revenir son pays à l'accord de Vienne.
Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.